Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce samedi 25 mars 2023. Bienvenue dans ce journal à la une. Nouvelle visite du président chinois à Moscou, un voyage hautement symbolique qui a consacré le renforcement des liens entre les deux dirigeants et mis à mal la prétendue neutralité de Pékin dans le conflit en Ukraine. On va faire le point dès le début de cette édition. La crise politique continue de faire rage en Israël. Depuis plus de 2 mois, des centaines de milliers d'Israéliens participent à des manifestations hebdomadaires et des grèves contre la transformation du système judiciaire qui dénonce des positions antidémocratiques, un conflit qui se répercute sur les relations entre l'État hébreu et l'Occident. C'est parti pour 3 jours de mobilisation. L'édition 2023 du SIDA Action a commencé ce vendredi dans le but de sensibiliser et de collecter pour lutter contre le sida. Et il était une figure de la télévision française et incarnait une série phare de M6, Marion Gamme, s'est éteint le vendredi 24 mars à l'âge de 84 ans. Retour son histoire qui fait d'elle la comédienne préférée des Français à la fin de ce journal. Après sa première réélection à la tête de la Chine, le président chinois Xi Jinping a réservé sa première visite d'État au chef du Kremlin Vladimir Poutine pour renforcer les liens entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre en Ukraine. Il a été question de commerce et du conflit en Ukraine avec un projet de paix proposé par le président chinois alors qu'un mandat d'arrêt a été émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du chef du Kremlin pour des crimes de guerre. Voyons ce qui s'est passé durant ces 3 jours dans ce reportage. Faisons un point sur la situation en France, sur la réforme des retraites. Jeudi 16 mars, la Première ministre Elisabeth Borne a fait usage de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Ce lundi, une motion de censure portée par le groupe Lyoté a été lancée à l'Assemblée nationale et a recueilli 278 voix, mais la majorité de 247 voix n'a pas été atteinte. À seulement 9 voix près, la motion de censure n'a pas été adoptée. À la suite de cela, un rassemblement a eu lieu dans le 7e arrondissement de Paris, place Vauban, pour contester les résultats de la motion de censure rejetée. Une nouvelle journée de grève a eu lieu ce jeudi 23 mars. Quelques 800 000 personnes manifestaient selon la CGT et 3,5 millions en France. L'intersyndicale a annoncé une 10e journée de mobilisation qui est prévue ce mardi 28 mars 2023. 16e rapport du GIEC sur le climat publié ce lundi 20 mars. Une session d'approbation s'est tenue en Suisse du 13 au 17 mars avec le représentant des 195 pays membres du GIEC. La situation devient de plus en plus alarmante. Le GIEC estime que le réchauffement de la planète atteindra 1,5 degré dès le début des années 2030. Le 6e rapport atteste d'une augmentation des risques, vagues de chaleur, précipitations extrêmes, sécheresse, fonte de la cryosphère, changement du comportement de nombreuses espèces pour un même niveau de réchauffement par rapport au 5e rapport d'évaluation de 2014. Ce nouveau rapport doit servir de base scientifique à la vue de la COP28 à Dubaï fin 2024. La crise politique continue de faire rage en Israël. Depuis plus de 2 mois, des centaines de milliers d'Israéliens participent à des manifestations hebdomadaires et à des grèves contre la transformation du système judiciaire qui dénonce des positions antidémocratiques. Les protestations contre la réforme judiciaire et les tensions entre les Palestiniens commencent à avoir un impact sur les relations d'Israël avec les alliés traditionnels américains et européens. C'est le décrypte de Pierre-Emmanuel. Bonjour Théo, effectivement, la société israélienne vit des heures intenses, parfois inédites. Le week-end dernier, des manifestations importantes ont encore eu lieu dans tout le pays contre les réformes qui affaibliront le rôle de la Cour suprême, mais aussi la dérive illibérale des projets de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite religieuse. Les protestataires ont d'ailleurs reçu récemment le soutien indirect du président de l'État Isaac Herzog, qui a parlé de cauchemar, d'un risque de guerre civile et qui a demandé au Premier ministre de retirer son plan de ce monde. Des paroles fortes.
En réalité, Benyamin Netanyahou est revenu au pouvoir il y a à peine 2 mois avec les 5e législatives qu'a connues Israël en l'espace de 4 ans. Il est à la tête de la coalition la plus à droite de l'histoire. Et si certains espéraient voir Netanyahou écarter les plus extrémistes de la droite et leur influence, il leur a à l'inverse donné des postes clés et des responsabilités sur la gestion des territoires palestiniens et la sécurité. Il a également lancé un plan de réforme qui dénature le système démocratique de l'État hébreu en tentant même de rétablir la peine de mort pour terrorisme. Tentons de mieux comprendre les enjeux de ces protestations dans ce reportage. Dans l'histoire, Israël est connu pour ses grands mouvements de protestation. On se souvient des centaines de milliers de personnes rassemblées contre la guerre au Liban en 1982, ou encore la révolte sociale détente sur le boulevard Rothschild de Tel Aviv en 2011. Mais à la différence des autres, il y a dans la vague de protestation actuelle une dimension existentielle, non pas comme en temps de guerre sur la survie même de l'État hébreu, mais sur son identité, son système politique ou encore le poids de la religion. Cette part d'enjeu est parfois difficile à comprendre de l'extérieur. Cette région du monde est en effet mise en lumière à travers le seul prisme du conflit israélo-palestinien qui est lui aussi en train de s'aggraver. Un attentat dimanche dernier en Cisjordanie est d'ailleurs venu rappeler que les deux crises évoluent en parallèle. Le rouleau compresseur idéologique a réveillé une partie de la société lassée des querelles politiques des dernières années. Si cette frange de la société démocratique, laïque et inclusive est désabusée par rapport à l'idée même de paix avec les Palestiniens, elle n'est pas animée par le messianisme des dirigeants actuels qui veulent avaler la Cisjordanie au nom d'un acte de propriété biblique. En d'autres termes, elle n'admet pas la direction d'un parti au sein duquel les réformes sont présentées sous la forme de valeurs parce que identifiées à un nouveau règne qui doit remplacer un ordre du monde jugé insatisfaisant, ce sont ces deux Israël qui se font aujourd'hui face et qui ont des visions antagoniques de l'avenir. Et pourtant, cette polarisation a toujours été là, mais c'est la première fois que l'Israël idéologique des colons et des religieux dicte à ce point l'agenda. Le risque de schisme profond est bien présent dans la société israélienne. En résumé, si Netanyahou ne recule pas, la fracture sera totale, tout comme l'incompréhension que cette crise suscite en Occident. Les outrances de l'extrême droite rendent difficile de fermer les yeux pour les alliés européens et américains, alors même que le chef de la diplomatie européenne a trouvé porte close en Israël il y a peu parce qu'il avait critiqué la politique de colonisation du gouvernement israélien en Cisjordanie, signe d'un réel malaise. Le ministre des Finances israélien a même nié cette semaine dans un discours à Paris l'existence des Palestiniens, ce qui montre qu'une partie de la coalition de Benyamin Netanyahou ne craint pas la crise, voire la souhaite. L'aggravation de la détérioration des relations dépend de deux facteurs essentiels. Le premier, l'avenir de la crise politique et le rejet des compromis par les partis de coalition n'augure rien de très bon. Le second facteur est la guerre en Ukraine, étrangement, qui a fait ressurgir le reproche d'une grande partie du monde, celui d'un deux poids, deux mesures occidentales selon les crises. En l'occurrence, ferme sur le droit face à la Russie et tolérant depuis des décennies le non-respect des règles imposées par l'ONU à l'égard des Palestiniens. En tout état de fait, Américains et Européens n'ont aucune envie de s'opposer à Israël. Leurs critiques sont toujours enrobées de proclamations d'amitié, de fidélité. Mais si le gouvernement israélien sort clairement du champ démocratique, alors il prendra un certain risque, le risque de casser ce lien émotionnel qui prend ses racines depuis la Shoah et les mythes fondateurs d'Israël. On l'a appris hier, la visite du roi Charles III qui devait commencer dimanche soir a été reportée, ce qu'annonce l'Élysée en vue de la nouvelle journée de mobilisation prévue ce mardi, rendant impossible une visite sans débordement.
Le souverain et le président de la République sont entretenus au téléphone vendredi matin. La visite du souverain britannique tournée au casse-tête diplomatique entre poubelles et nouvelle journée de mobilisation prévue ce 28 mars. La parade sur les Champs-Élysées et le dîner fastueux à Versailles devenaient de plus en plus décalés. Dans un communiqué, Charles III et son épouse indiquent qu'ils ont hâte de visiter la France dès que de nouvelles dates seront trouvées. C'est une changeant d'heure, on passe à l'heure d'été à 2 h du matin de la nuit du samedi à dimanche, il sera à 3 h. Il faudra donc penser à avancer l'horloge et à réveil de 60 minutes, ce qui enlèvera 1 heure de sommeil, mais il sera ainsi possible de profiter d'un peu plus de lumière en fin de journée. Nouvelle édition pour la site d'action qui a commencé ce vendredi au programme 3 jours de mobilisation, de sensibilisation et de collecte, à la fois pour soutenir la recherche, mais aussi pour faire reculer la pandémie qui sévit depuis 40 ans. On voit tout ça avec Meiki Suplon qui va pouvoir éclaircir sur ce sujet. Il y a 40 ans, jour pour jour, le virus du sida faisait son apparition. 40 ans après, le VIH est malheureusement toujours présent parmi nous. Ce virus qui se transmet notamment par le contact du sang entre humains, mais également lors d'une relation sexuelle. Depuis le début de l'épidémie, environ plus de 40 millions de personnes sont mortes du virus. Et en 2021, ce sont plus de 35 millions de personnes qui doivent vivre avec ce virus. Comme chaque année en France, l'association du sida, le SIDAction, créée en 1994, est toujours présent pour aider à la recherche, pour accompagner les malades dans cette épreuve difficile, mais également pour faire de la prévention. Cette année encore, plusieurs médias et personnalités ont répondu présents pour soutenir cette cause, comme Lynn Renaud qui, on le sait, est très engagée pour cette cause qui lui tient à cœur. Vous aussi, vous pouvez également faire un don en vous rendant sur le site internet www.sidaction.org ou en appelant au 110, mais également vous pouvez envoyer un SMS au 92 100 pour aider à la recherche contre le sida. Elle était une figure de la série M6 Scène de ménage depuis le lancement en 2009, qui incarnait le rôle d'Huguette et qui formait le couple de retraite avec Gérard Hernandez dans le rôle de Raymond. Elle est la comédienne de télévision préférée des Français. Marion Gamme s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Retour sur son histoire avec le sujet culturel présenté par Meiki Suplon. Elle qui formait le couple emblématique aux côtés de Gérard Hernandez dans Scène de ménage depuis le début de la cultissime série sur M6 en 2009, Marion Gamme s'est éteinte de vieillesse ce jeudi à l'âge de 84 ans. C'est sa fille Virginie Ledieu qui l'a annoncé. Marion Gamme, qui a commencé sa carrière fin des années 60, tout d'abord au théâtre avec la pièce Boing Boing, puis un an plus tard, en 1967, elle fait ses premiers pas dans un film de Joël Lemoynier dans Les Poneys. Elle a également participé au jeu de 20 heures sur FR3 à l'époque. Marion Gamme a également fait plusieurs doublages, notamment de grands rôles, comme dans Malcolm, où elle doublait la voix de Loïs, la mère de Malcolm, qui était jouée par Jeanne Kazerberg, mais également dans la série Archer et dans la série Desperados Wives, ou encore dans le film d'animation Cars 3. Depuis 2009, elle interprète le rôle d'Huguette ou Guéguette pour les intimes, aux côtés de Gérard Hernandez, où elle formait un couple de personnes âgées qui se disputaient sans arrêt, et ce rôle qui lui a permis également de donner un nouveau souffle à sa carrière. Elle a également fait plusieurs apparitions dans la cultissime série Plus belle la vie, où elle jouait le rôle de André Boer. Et ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur ar1info.fr, c'est sur le compte Twitter @ar1info. Prochain rendez-vous, c'est samedi prochain pour Site Ouvert, présenté par l'excellent Mathis Armand. Et dans 2 semaines, c'est Meiki Suplon qui reprendra le relais pour le journal. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur AR1. D'ici là, passez une bonne soirée et portez-vous bien. Ciao. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.